Bonjour et bienvenue sur le site du podcast Histoire en série, créé et animé par Nicolas Charles et Johan Chanoir. Au programme, une analyse des séries d'hier, d'aujourd'hui et de demain par des spécialistes des questions mobilisées par nos shows préférés. Histoire en série, c'est le podcast qui met en relation histoire, sciences humaines et séries. Bonjour à tous, bienvenue dans l'épisode 81 d'Histoire en série où je reçois aujourd'hui Anaïs Lefebvre-Berthelot. Bonjour Anaïs. Bonjour. Alors Anaïs, vous êtes maîtresse de conférence à l'université de Rennes 2 où vous enseignez l'histoire et la culture des États-Unis et vous travaillez aussi sur les études de genre. Vos recherches portent notamment sur la place des femmes dans les médias audiovisuels aux États-Unis et à ce titre, vous venez de sortir récemment, et on en a parlé dans notre émission spéciale Livre en série pour l'année 2020, vous avez sorti le livre qui s'intitule Speak Up, donc aux presses universitaires de Sorbonne Nouvelle, donc un ouvrage qui analyse les voix des femmes dans les séries états-uniennes, à l'écran et dans les coulisses. Et puis, vous avez aussi été l'autrice de nombreux articles sur des séries américaines qui mettent en avant les femmes, comme Gossip Girl ou Sex and the City, par exemple. Donc, vous êtes tout à fait, j'allais dire, une intervenante de premier choix pour nous, puisque aujourd'hui, on va évoquer une série sur les États-Unis et une série qui met en avant des figures féminines. Donc, c'est la série Mrs. America. Est-ce que, pour commencer, vous pourriez, Anaïs, nous la présenter et faire le pitch pour celles et ceux qui n'auraient pas encore vu cette série? Oui, merci beaucoup Nicolas, merci pour votre invitation. Donc Mrs. America, c'est une mini-série historique en 9 épisodes qui est sortie au printemps 2020. Elle a été produite par la chaîne, le réseau FX, et puis diffusée sur leur service de streaming qui est en partenariat avec Hulu. Et en France, elle a été rendue disponible par Canal+, sur différents réseaux, mais voilà, par le groupe Canal+. Donc c'est une série qui se passe dans les années 70 aux États-Unis et qui se concentre sur le débat autour de la ratification de l'Equal Rights Amendment, donc l'amendement pour l'égalité des droits. Et la série en présentant ce débat et ce combat, présente à la fois les féministes dites de la deuxième vague, qui militaient pour faire ratifier cet amendement et pour promouvoir les droits des femmes au niveau législatif. Et la série, et c'est ça sa particularité, présente aussi le mouvement réactionnaire mené par Phyllis Schlafly, une femme républicaine, conservatrice, qui s'opposait à cet amendement. Et donc c'est la Mrs. America du titre, c'est cette Phyllis Schlafly, donc, qui est une figure pas forcément très connue en France et sur laquelle je reviendrai. Alors la plupart des épisodes, donc des 9 épisodes de cette série, ont pour titre le prénom d'une femme. Donc on commence avec Phyllis Schlafly, donc, sur laquelle je reviendrai. On continue avec Gloria, qui est Gloria Steinem, qui est une figure du féminisme états-unien et cofondatrice du magazine Ms notamment. Ensuite, le troisième épisode est consacré à Shirley, donc Shirley Chisholm, qui est la première femme afro-américaine élue au Congrès en 1968 et qui sera aussi candidate aux primaires à l'investiture pour les présidentielles démocrates, donc la première femme candidate aux primaires démocrates en 1972. Ensuite, il y a Betty Friedan, l'autrice de La femme mystifiée, de Feminine Mystique, en 1963, cofondatrice de NOW, la National Organization for Women, et une figure importante aussi de ce féminisme de la deuxième vague aux États-Unis. Et ensuite, il y a un petit changement dans le schéma, puisqu'on passe à un épisode, l'épisode 5, qui s'intitule Phyllis and Fred and Brenda and Mark. Et en fait, le titre de cet épisode, donc on retrouve Phyllis Schlafly, alors qu'on a continué à suivre sur tous les autres épisodes. Mais cette fois, elle est plus explicitement accompagnée de son mari, Fred Schlafly, et les deux vont être confrontés à un couple féministe, Brenda et Mark Fagan-Fausto, qui en fait vont être opposés dans un débat télévisé en lien avec la campagne de l'IRA. Donc ça, c'est pareil, c'est quelque chose sur lequel on reviendra. C'est l'occasion d'une réflexion un petit peu sur le rapport entre le politique et le privé et l'intime.
Et ensuite, on revient sur un focus sur une figure spécifique avec Jill Ruckelshaus, qui était une féministe républicaine. Et ensuite, Bella Abzug, qui est une figure très importante du féminisme de la deuxième vague aux États-Unis, du militantisme au sein des sphères politiques aussi. Et ensuite, ce schéma est complètement rompu puisqu'on a un épisode 8 qui s'appelle Houston, qui est consacré à la conférence nationale des femmes qui se tient effectivement dans cette ville du Texas en 1977. Et ça, c'est pas le moindre des paradoxes, on a une série qui est plutôt a priori consacrée aux femmes, au féminisme, mais qui se termine par un épisode qui s'intitule Reagan, pour Ronald Reagan, évidemment, le président républicain élu en 1980. Donc moi, cette série, je la trouve intéressante parce que la question du rapport entre histoire et fiction est posée d'emblée, et elle est censée être résolue au début de la série par un avertissement qui explique que ce programme est basé sur des faits réels qui se sont produits pendant la lutte et le débat politique concernant l'IRA, donc l'amendement pour l'égalité des droits, mais que quelques personnages dans le programme sont fictionnels et que quelques scènes et dialogues ont été inventés pour des raisons, pour des raisons juste liées à la créativité. Et en fait, moi, cet avertissement, pour moi, il soulève plus de questions qu'il n'en résout. Et ce, d'autant plus que le directeur de FX, donc la chaîne qui a produit la série, présente la série comme ayant une valeur éducative. Et en fait, c'est cette position un peu inconfortable, hein, je trouve, de la série qui vient poser problème parce qu'elle propose une interprétation très spécifique de ces événements et elle donne un rôle notamment à Phyllis Schlafly qui peut être problématique, mais on en reparlera. C'est une série qui surfe sur la vague du féminisme actuel, c'est-à-dire qu'on a un retour au premier plan de valeurs féministes, que ce soit aux États-Unis ou en Europe d'ailleurs, et donc cette sortie à ce moment-là, par rapport à ce que vous venez de nous dire, Anaïs, est-ce qu'on ne peut pas y voir peut-être une certaine forme d'opportunisme de la part à la fois de la chaîne qui a commandé cette série et aussi des showrunners? Alors oui, de la part de la chaîne, ça me semble assez évident hein, que c'est une série qu'on peut faire aujourd'hui, qu'on n'aurait pas pu forcément faire il y a 10 ou 15 ans, que c'est une série qui s'inscrit, enfin qui surfe un petit peu sur la vague, enfin la quatrième vague, c'est ce qui est appelé la quatrième vague du féminisme, sur le post-MeToo. Voilà, il y a clairement l'envie de rappeler un petit peu une histoire du féminisme états-unien. Euh, la série a été créée par Davy Waller, qui avait travaillé sur Desperate Housewives et sur Mad Men. Donc, elle, bon, alors, le travail sur Desperate Housewives, on peut supposer que ça a amené une réflexion un petit peu sur la condition féminine. Elle a la showrunneuse et donc créatrice, et puis elle aussi qui est l'auteur des scénarios de la plupart des épisodes, Davy Waller. Elle a fait un gros travail de recherche, elle s'est beaucoup documentée. Elle a amené une historienne comme consultante sur la série. Donc il y a clairement une volonté de se plonger dans cette histoire du féminisme états-unien. Et en même temps, il y a l'idée de faire un produit qui va pouvoir être vendu, être marketé comme la série sur le féminisme, une série de femmes, etc. Et le fait, par exemple, que le tandem de réalisateurs Anna Boden et Fleck, donc c'est Boden et Fleck, c'est un duo de réalisateurs qui ont travaillé sur Captain Marvel. Donc il y a un peu cette idée d'utiliser la réputation aussi des créateurs et des intervenants sur cette série pour insister sur la perspective féminine. Et à mon avis, pas forcément féministe, mais on pourra y revenir aussi.
C'est aussi peut-être l'occasion de vous avoir, vous, Anaïs, qui travaillez sur ces études de genre, de revenir sur ce mouvement, ce que vous avez qualifié d'IRA, c'est-à-dire de ce mouvement autour de l'amendement pour l'égalité des droits, qui est une sorte de fil conducteur pour ce féminisme aux États-Unis depuis, on va dire, après la Première Guerre mondiale. Oui, tout à fait. Alors, je pense que là, ça peut être utile de faire un petit rappel sur l'IRA parce que donc c'est un amendement qui est introduit au début des années 20. Juste après, en fait, juste après l'obtention du droit de vote par les femmes, alors plutôt les femmes, essentiellement les femmes blanches, hein, puisque les femmes afro-américaines sont encore exclues du vote, notamment dans le sud par la ségrégation. Mais donc les femmes obtiennent le droit de vote après une longue lutte, hein, des décennies de combats depuis le milieu le milieu du 19e siècle, qui aboutissent finalement à l'obtention du droit de vote au niveau fédéral en 1920 avec le 19e amendement. Et à la suite de cette adoption du 19e amendement, il y a certaines féministes, puisque on commence à parler vraiment de féminisme dans ces années-là, qui s'inquiètent que le droit de vote ne va pas être suffisant pour garantir l'égalité des femmes et avec les hommes, et donc elles introduisent cet amendement pour l'égalité des droits au Congrès en décembre 1923. Pour amender la Constitution, c'est un processus qui est un petit peu compliqué, c'est un processus qui est prévu dans la Constitution. Mais donc pour amender la Constitution, il faut présenter le projet d'amendement dans les deux chambres du Congrès, donc à la Chambre des représentants et au Sénat, et il faut que la proposition obtienne une super-majorité, c'est-à-dire un vote des 2/3 de chacune des assemblées, puis que cet amendement soit ratifié par 3/4 des États. Donc c'est un processus qui est long, qui peut être compliqué. Et en fait, l'Equal Rights Amendment se heurte à une opposition assez, assez variée dès son introduction, puisqu'il va notamment... c'est un amendement qui va diviser les féministes en fait, au début du XXe siècle. Et c'est un amendement qui est beaucoup plus soutenu par la classe moyenne et les classes supérieures, et pas du tout par les femmes ouvrières ou par les syndicats, puisqu'il y a la crainte que l'amendement pour l'égalité des droits, donc il y a un amendement qui est formulé de manière assez simple, hein, qui dit que l'égalité entre les sexes, puisque c'est comme ça que c'est formulé, ne pourra pas être remise en cause ou limitée par des lois des États-Unis. Mais donc il y a un certain nombre de féministes qui s'inquiètent que cet amendement risque de remettre en cause tout l'arsenal législatif protecteur en fait qui a été acquis difficilement, hein, par la lutte et par le militantisme, par des groupes de femmes, par les syndicats, à la fin du 19e et au début du 20e, pour limiter le nombre d'heures que travaillent les femmes, pour avoir une protection des femmes enceintes, etc. etc. Et donc il y a cette crainte des classes ouvrières que l'IRA soit une menace en fait pour leur vie quotidienne. Donc, il n'y a pas un soutien suffisant en fait pour que cet Equal Rights Amendment soit adopté au Congrès et puis évidemment soit ratifié. Et donc, c'est un amendement qui va être présenté tous les ans au Congrès. Il va, pas tous les ans, mais en fait tous les 2 ans. Donc, à chaque nouvelle session du Congrès, à chaque nouveau Congrès qui est élu, eh ben, les organisations féministes vont essayer de réintroduire cet amendement, mais qui n'arrive jamais à passer les différents obstacles que je vous ai mentionnés. Et l'IRA, en fait, refait surface au début des années 70, à la faveur du succès et de l'engouement pour le mouvement féminisme dit de deuxième vague. À nouveau, donc je n'arrête pas de dire dit de deuxième vague ou dit de quatrième vague, parce que cette division en vagues, là, elle est un petit peu problématique. Elle suggère qu'il ne se passe rien entre les deux, alors que, évidemment, le militantisme ne s'arrête pas. Parfois, il prend d'autres formes, parfois, les énergies se concentrent ailleurs, mais
la revendication féministe ne disparaît jamais complètement. Mais donc, on a quand même un moment clé dans les années 60, autour de la publication de La femme mystifiée de Betty Friedan dont j'ai parlé, de la constitution de groupes de réflexion sur la place des femmes un petit peu partout aux États-Unis. Et donc, plusieurs organisations, et notamment la National Organization for Women, donc qui est la grosse organisation féministe, alors plutôt blanche, plutôt de classe moyenne. Après, ça peut dépendre un petit peu au niveau local, mais voilà, globalement, NER, c'est ça. C'est pas une organisation très radicale, mais c'est une très très grosse organisation féministe avec un pouvoir politique de plus en plus important et qui s'intéresse à nouveau à l'Equal Rights Amendment et donc et décide de soutenir sa présentation devant le Congrès puis sa ratification. Et donc, en 1971, l'amendement est présenté à nouveau au Congrès par une représentante républicaine qui s'appelle Martha Griffiths. Et il est approuvé très vite, puisqu'il est approuvé par la Chambre en octobre 71 et par le Sénat en mars 72. Et donc, une fois que le Congrès a adopté la proposition d'amendement, l'enjeu, c'est de faire de faire ratifier l'amendement par 38 États, parce que ça fait ça, les 3/4 des États des États-Unis. Et donc, ce qu'on voit un petit peu dans la série, c'est le mouvement, la réaction conservatrice qui va aller s'opposer à la ratification de cet amendement. Parce qu'au début, ça va très vite. Il y a une vingtaine d'États qui ratifient l'amendement dès les premières années. Et puis après, ça commence à ralentir et ça devient un vrai enjeu puisque dans la formulation du texte adopté par le Congrès, il est précisé que cet amendement sera ajouté à la Constitution s'il est ratifié par suffisamment d'États dans une période de 7 ans. Et pour ça, la série est intéressante, parce que évidemment, le format sériel permet d'insister sur le passage du temps, et au fur et à mesure que les épisodes progressent et que les années passent, on se rend compte que ça devient de plus en plus difficile, en fait, de convaincre les derniers États de ratifier cet amendement. Et pour moi, c'est en fait la série est sortie aussi à un moment où il y a eu une nouvelle actualité de l'Equal Rights Amendment, puisque, je vais spoiler, mais puisque c'est une série historique, je pense que j'ai le droit, l'IRA n'a pas été adopté. Il n'a pas été adopté parce que il manquait la ratification de 3 États, et aussi parce qu'il y a, il me semble, 5 États qui sont revenus sur leur ratification. Donc on arrive, alors la première deadline c'était en 1979, et donc on arrive en 1979 et il n'y a pas suffisamment d'États qui ont ratifié l'amendement. Les organisations qui soutiennent cet amendement et les politiques, parce qu'il y avait un soutien bipartisan à l'époque, et les politiques font en sorte d'obtenir une extension de 3 ans qui est signée par le président de l'époque. Mais cette extension de 3 ans ne sert à rien parce qu'aucun État ne ratifie, aucun État supplémentaire ne va ratifier l'amendement jusqu'à 1982. Et donc 1982, c'est la date vraiment finale qui acte l'échec de la campagne pour l'amendement pour l'égalité des droits. Mais en 2017, alors à nouveau, dans un contexte très spécifique, lié à l'élection de Donald Trump, à l'organisation de la Women's March, au mouvement #MeToo, et donc à nouveau un moment d'ébullition et d'effervescence féministe, on se retourne à nouveau vers cette Equal Rights Amendment, et il y a un mouvement pour faire signer 3 États qui manquent. Et donc on peut penser que la série s'inscrit un petit peu dans cette logique-là aussi de recentrer le débat sur l'Equal Rights Amendment.
On retrouve aussi l'idée que certaines questions qui sont mises en avant à travers cette mini-série sont toujours d'actualité, malheureusement, j'allais dire, hein, que ce soit par rapport à l'écart salarial entre hommes et femmes, que ce soit par rapport à l'égalité des droits, bien sûr, que ce soit par rapport aux États-Unis, aux questions de l'avortement qui sont parfois de plus en plus remises en cause, mais aussi aux questions de viol. On a toute cette actualité et aussi par rapport à la place des femmes avec les débats qu'il y a même eu pendant l'élection présidentielle la dernière, avec le fait que ce soit une femme qui soit positionnée comme au poste de vice-présidente. Tout ça, ça a donné lieu à des débats. Alors j'allais vous poser la question, comme d'ailleurs dans toutes les séries historiques qui représentent le passé, est-ce que on ne regarde pas aussi ce passé à travers le prisme de nos références culturelles actuelles, Anaïs? Oui, si, bien sûr. Oui, oui, tout à fait. Ce qui est pertinent quand on s'intéresse à l'histoire du féminisme, c'est de voir cette continuité des thématiques. C'est-à-dire que ça fait très longtemps, ça fait un siècle, ça fait même plus que ça, que les femmes dénoncent les égalités de droit, dénoncent les inégalités dans le monde du travail, que ça fait... alors, oui, c'est pareil, un siècle quasiment que les femmes réclament un contrôle sur leur vie reproductive, un contrôle sur leur corps, que ça fait, on va dire peut-être un petit peu moins longtemps, mais une cinquantaine d'années que les femmes dénoncent les violences sexistes et sexuelles dans le milieu du travail, mais dans la sphère publique en général. Donc, en fait, je pense que ce qui se passe dans cette série, c'est que il y a il y a une attention plus particulière peut-être qui est portée à ces questions, et puis qu'on a évidemment une interprétation a posteriori qui vient changer un petit peu la portée des arguments et des combats qui sont menés à l'époque. Il y a un moment qui est assez intéressant pour ça, c'est dans l'épisode 6, donc celui qui s'intitule Jill, donc qui est consacré un petit peu plus à vraiment à des questions politiques, puisqu'il se concentre sur cette figure-là dont je vous ai parlé, Jill Ruckelshaus, qui est une figure assez importante du Parti républicain à l'époque, mais une féministe, pro-choix, pro-Equal Rights Amendment, qui est membre euh, du National Women's Political Caucus, donc qui est une organisation de lobby, enfin de soutien aux femmes qui veulent s'investir en politique, mais aussi de lobbying en fait à Washington. Et, euh, et donc dans cet épisode, on est particulièrement attentif aux coulisses de ce qui se passe à Washington et au Congrès notamment, et on s'intéresse à un épisode qu'on a complètement oublié, parce que c'est un épisode parmi d'autres de, de, de harcèlement, de mauvais traitement des femmes en général. Et donc cet épisode, c'est un scandale sexuel et politique, comme les Américains savent en faire, qui se déroule en 1976, quand la secrétaire d'un représentant démocrate dit que, en fait, elle a été embauchée uniquement pour assouvir les pulsions de son employeur, et donc elle avait un bureau au Congrès, mais qu'elle ne savait pas taper à la machine, et qu'elle savait pas classer des dossiers, qu'elle savait même pas qu'elle avait pas le droit de répondre au téléphone, voilà. Et donc elle était là seulement pour le bon plaisir de son employeur, qui avait déjà épousé en seconde noces une précédente secrétaire. Et donc ce scandale-là conduit certaines femmes à Washington à dénoncer en fait le harcèlement sexuel au travail chez les politiques. Euh, et ce qu'on voit, c'est que ça crée des tensions au sein même des mouvements féministes, puisqu'il y a l'idée qu'il y a le risque de s'aliéner des alliés potentiels, donc qui seraient les hommes démocrates, si on commence à les fouiller un petit peu trop dans leurs histoires personnelles. Et, euh, et ça, typiquement, je pense que c'est un épisode sur lequel les scénaristes se sont penchés
avec un peu cette volonté de faire un commentaire sur la situation actuelle, parce qu'il y a pas vraiment d'autre réaction possible que de se dire ah ben c'était déjà comme ça dure depuis déjà tout ce temps-là, et donc ça c'est quelque chose qui est assez, euh, qui est assez intéressant à remarquer. Une autre scène qui est assez typique de la manière dont notre regard aujourd'hui transforme des scènes qui, je pense, il y a quelques années, auraient beaucoup moins choqué. Il y a une scène mais quasiment de viol conjugal entre Phyllis Schlafly, donc à nouveau cette femme très conservatrice qui est persuadée que les femmes ont un rôle à jouer, les hommes en ont un autre, et que la femme doit être dévouée à son mari, etc., etc., qui est, quand elle s'exprimait, aimait bien commencer tous ses discours par je remercie mon mari Fred de m'autoriser à prendre la parole. Et elle précisait qu'elle disait ça parce qu'elle savait que ça énervait les féministes. Et donc il y a une scène où on la voit rentrer chez elle, elle est fatiguée, elle a juste envie d'aller se coucher, mais c'est parce que son mari a d'autres projets, et elle lui dit non, et elle lui dit non plusieurs fois. Euh, cette absence de consentement est complètement ignorée en fait, et donc on assiste à une scène qui s'inscrit dans des représentations de genre très conservatrices, très traditionnelles, où effectivement, comment Schlafly disait que quand on se mariait, on consentait aux relations sexuelles. Voilà, que le principe du mariage, c'était un consentement permanent, infini, indéfini, aux relations sexuelles. Et ça, clairement, c'est quelque chose sur lequel on est revenu, enfin, on est en train de revenir. Et cette notion du viol conjugal, c'est clairement quelque chose. Enfin, cette scène-là, elle est filmée, elle est représentée de manière à ce qu'on se fasse cette réflexion-là, en fait, voilà, que c'est inacceptable. Vous avez dit aussi que bon, cette série était sortie au début de l'année 2020 sur FX. Elle a donc été tournée dans les mois et les années précédentes. On est en plein dans l'ère Trump aux États-Unis. Aussi, la diffusion se fait presque au début de la campagne pour l'élection présidentielle. Alors, est-ce que là aussi, il n'y a pas une certaine réaction par rapport au président des États-Unis dans la façon dont cette série est à la fois réalisée et mise en avant dans les médias? Si, si, bien sûr. Alors, ce que dit Davi Waller, la créatrice, c'est que elle a commencé à travailler sur ce projet de série en 2016, en fait, et en pensant que Hillary Clinton allait devenir présidente des États-Unis. Donc, si on réfléchit un petit peu comme ça, en fait, on se rend compte que à l'origine, c'était peut-être un projet très différent qui visait plutôt à expliquer comment est-ce qu'on en arrive là, comment est-ce que finalement c'est possible qu'une femme devienne présidente des États-Unis, et en fait de montrer un petit peu toutes ces femmes sur les épaules desquelles la candidate se tient. Euh, bon, et l'histoire ne s'est pas passée comme prévu pour toutes les raisons qu'on sait. Et donc, finalement, cette série, elle est écrite, produite et diffusée sous la présidence Trump, donc un président misogyne s'il en est, très probablement prédateur sexuel lui-même, et puis et puis aussi, et en fait, et c'est ça qui est intéressant à nouveau dans la mise en avant de la figure de Schlafly, un président qui a été élu euh, à à rebours en fait ou malgré l'opposition de l'establishment républicain. Euh, et je dis que c'est intéressant parce que précisément Mrs. America, ce personnage-là de Phyllis Schlafly, c'est une figure conservatrice américaine qui, pendant des décennies, a bataillé pour faire du Parti républicain un parti conservateur d'un point de vue moral, euh, et qui a créé tout un réseau aussi de militantisme de base, c'est-à-dire donc ce qu'on appelle en anglais le grassroots activism, qui est donc l'idée vraiment d'un mouvement qui part de la base, et c'est en partie sur le terreau de cet activisme-là que Trump est élu. Euh, et
Et donc pour moi, la série, elle manque peut-être un petit peu ça, c'est-à-dire que si on n'est pas au courant de toute cette histoire euh, du Parti républicain, en fait, et ben la série ne s'intéresse pas pour moi suffisamment euh, à ce que Schlafly met en place. C'est-à-dire que la grande victoire de Schlafly, ça n'est pas l'échec de l'Equal Rights Amendment. Et d'ailleurs, il y a un certain nombre de féministes qui réfutent en fait ce rôle central qui aurait été joué par Schlafly pour certaines féministes, et c'est pareil, on en reparlera, mais euh, Gloria Steinem, par exemple, a expliqué que Schlafly, c'était une marionnette et que les vrais opposants à l'Equal Rights Amendment, ça n'était pas ces femmes au foyer qui faisaient de la confiture pour les politiciens de Washington. Et donc pour moi, le succès de Schlafly, c'est vraiment la mise en place d'un réseau euh, très actif de militants et de militantes un petit peu partout dans le pays, un réseau qui est relié, alors au début par une newsletter qui est envoyée voilà, de manière très traditionnelle. Hein. Tout ça, c'était avant Internet, donc Schlafly et euh, et ses soutiens envoyaient des milliers de lettres postales régulièrement avec un petit édito signé par Schlafly. Et donc, et ce mouvement-là, qui de militantisme local, qui s'associe avec des forces conservatrices religieuses, et qui finalement va avoir une influence vraiment importante sur le Parti républicain dans les années 80 et qui va aussi permettre, enfin, c'est aussi sur ces bases-là qu'émerge le Tea Party à la fin des années 2000, et c'est en partie, alors pas que, hein, parce qu'évidemment tous ces groupes-là ont souvent des agendas très variés et parfois qui s'opposent, mais ce sont aussi des groupes qui sont très opportunistes. Et Trump a quand même été en partie élu grâce au soutien de groupes religieux orthodoxes ou extrémistes qui voyaient en lui une garantie de la remise en cause du droit à l'avortement, qui était aussi un des chevaux de bataille de Schlafly et de ses associés. Et ça, pour moi, cet aspect-là de l'action de Schlafly est quand même est en partie passé sous silence. Alors il y a un carton à la fin de la série qui rappelle que Schlafly, avant de mourir, elle est décédée il y a pas très longtemps, très âgée, elle a plus de 90 ans, et jusqu'à la fin, elle a beaucoup publié, et elle a notamment publié un ouvrage en, en 2016 pour soutenir Trump. Et cette filiation-là, je trouve, moi, manque un petit peu. Effectivement, on va y revenir hein, sur ce personnage de Schlafly qui est à la fois méconnu en France, mais aussi très controversé parce que c'est une représentante de la droite chrétienne, vous l'avez dit, très conservatrice, notamment par rapport à la place des femmes dans la société. Mais avant cela, j'aimerais que vous évoquiez, Anaïs, avec nous, les autres figures féministes que vous avez présentées dans l'introduction, en commençant en particulier par le cas de Shirley Chisholm qui est mis en avant dans un des épisodes. Oui, alors Shirley Chisholm, c'est pareil, c'est une figure qui n'est pas forcément très connue en France, euh, qui n'a pas forcément été connue du grand public non plus, enfin actuel aux États-Unis, mais dont on a beaucoup reparlé, notamment à l'occasion d'abord de la nomination de Kamala Harris, puis de son élection à la vice-présidente, puisque Shirley Chisholm, c'est, comme je vous le disais tout à l'heure, la première femme afro-américaine élue au Congrès en 1968. Elle reste au Congrès jusqu'en 1983. C'est aussi la première femme et la première femme noire candidate à la nomination pour la présidentielle du parti démocrate. Donc elle lance en fait une campagne pour les primaires en 1972. Euh, une,
Et c'est une campagne pendant laquelle, évidemment, elle va faire l'objet de multiples critiques, de critiques racistes et de critiques sexistes, et parfois venant de son propre camp, puisqu'elle va être soupçonnée par les démocrates afro-américains d'être la candidate des femmes, et que le soutien des féministes, qui sont pourtant ses alliés hein, dans d'autres structures, notamment dans le National Women's Political Caucus, qui est cette organisation fondée en 71, là, dont je vous parlais tout à l'heure. Mais le soutien des féministes blanches va être assez tiède. Et, donc finalement, Chisholm récolte très peu de pourcentage de voix. Alors elle fait une campagne qui est assez suivie, puisque bah, évidemment, à nouveau, il y a l'attrait de la nouveauté, de la spécificité. Elle a une campagne. Alors je crois que c'était plutôt quand elle était candidate au Congrès, mais Chisholm avait un slogan qui était unbought and unbossed. Donc, c'est-à-dire qu'une candidate qu'on ne peut pas acheter et puis qui n'a pas de patron. Donc, il y avait cette idée d'une remise en cause aussi de la corruption, de la figure d'une candidate intègre, etc., etc. Et donc, la mise en avant de Chisholm, elle est très importante. Et d'ailleurs, il y a quelque chose qui, euh, qui est important de noter, c'est que dans le premier épisode, donc le premier épisode, il est vraiment consacré essentiellement à Phyllis Schlafly. Il débute sur Schlafly, on la voit, on comprend un petit peu mieux d'où elle vient, ce qu'elle faisait avant, on voit son mari, on la voit évoluer dans les cercles républicains, etc. etc. Et il y a vraiment qu'à la toute fin, où on voit les femmes, les féministes commencer à parler de l'Equal Rights Amendment, mais à deux reprises dans ce premier épisode, Shirley Chisholm apparaît. Et en fait, elle est un peu la première de ces figures féministes à apparaître dans la série. Euh, Elle apparaît d'abord dans le poste de télévision chez les Schlafly, parce que les Schlafly ont une gouvernante noire qui élève les 6 enfants de la famille Schlafly. Et on voit la gouvernante noire qui aperçoit à la télévision Shirley Chisholm qui prend la parole. Avec évidemment cette idée que c'est très important d'avoir des rôles modèles issus des minorités, des populations qui sont victimes de discrimination et d'oppression. Et on la voit aussi à un autre moment quand Schlafly va au Congrès pour rencontrer un élu républicain à qui elle veut faire un petit pitch sur ses idées en matière de politique étrangère, me semble-t-il. Et on voit qu'en fait, elle passe à côté de féministes qui manifestent et de Chisholm qui donne une interview. Donc il y a une volonté manifeste de la part des créateurs, de la créatrice de la série et des producteurs de la série, de mettre en avant cette figure importante. Et ça, pour moi, ça révèle aussi l'influence du féminisme intersectionnel, c'est-à-dire qu'on a quand même pris conscience dans ces dernières années que l'histoire du féminisme, ça ne pouvait pas être seulement l'histoire du féminisme blanc, que ça ne pouvait pas être seulement l'histoire du féminisme de la classe moyenne et des classes supérieures. Euh, rappeler que le combat féministe a aussi été porté et souvent en grande partie, et notamment dans la sphère politique, dans les questions d'égalité des droits, d'accès au vote, etc., par des femmes noires aux États-Unis, c'est quelque chose qui est très important. Euh, Après, on peut faire, je pense, quand même le reproche à la série de faire disparaître Chisholm assez rapidement. C'est-à-dire on voit bien pourquoi elle est là. Elle est pas montrée comme faisant partie à part entière du mouvement. Moi, je trouve qu'elle apparaît un petit peu comme une note qui est que ah bon bah voilà, il y avait le mouvement et puis il y avait aussi Chisholm. Mais d'ailleurs elle disparaît très vite une fois qu'il y a eu qu'un épisode lui a été consacré et qu'en fait elle perd son, son, son défi de se présenter pour l'investiture démocrate.
Après Shirley Chisholm, j'aimerais maintenant, Anaïs, qu'on revienne sur deux autres féministes, hein, Betty Friedan et puis Gloria Steinem, qu'on puisse voir ensemble un petit peu cette idée de deux visions du féminisme qui sont parfois montrées comme un cliché, d'ailleurs dans la série Mrs. America. Oui, alors donc c'est évidemment Betty Friedan et Gloria Steinem, c'est les deux figures très, enfin peut-être les plus connues en fait que ce soit aux États-Unis ou même en France, je pense. Donc les deux figures les plus connues de cette deuxième vague féministe. Donc Betty Friedan, comme je le disais tout à l'heure, autrice de La femme mystifiée, cofondatrice de Now. Euh, donc une femme qui a eu un parcours militant plutôt dans les milieux de gauche avant d'écrire La femme mystifiée, et puis qui est parfois appelée déjà à l'époque en fait. Donc La femme mystifiée sort en 63, et comme ensuite on a une montée en puissance du mouvement féministe, le mouvement est parfois porté par des femmes plus jeunes, et Friedan est surnommée la mère du féminisme américain. En tant que représentante plutôt de cette plus jeune génération, on a Gloria Steinem, donc une jeune journaliste qui devient également militante, mais qui a un parcours de vie qui est assez différent de celui de Steinem. Steinem, à nouveau, elle écrit La femme mystifiée et elle parle en partie de son expérience, c'est-à-dire qu'elle s'est mariée, elle a vécu, alors plus ou moins, mais elle a quand même eu une petite expérience de la vie de la femme au foyer en banlieue, etc. Alors que Steinem a une vie beaucoup moins conventionnelle que celle de Friedan. Et les deux femmes ont été présentées comme, comme des ennemis, ou comme des rivales, déjà au moment enfin déjà dans les années 60 et 70, avec des arguments assez classiques, hein. Gloria Steinem était jeune, c'est toujours une très belle femme, et donc il y avait un peu cette idée que Steinem c'était la figure acceptable du féminisme, alors que Friedan c'était l'espèce de mégère énervée. Euh, et, euh, et Friedan aurait écrit des choses un peu blessantes, ou dit en interview des choses un peu blessantes concernant Steinem. Donc, elles étaient effectivement pas particulièrement amies, mais c'était des femmes qui collaboraient, et puis qui militaient, et qui faisaient plein de choses chacune de leur côté. Et, euh, et je trouve que la série insiste trop sur cette rivalité qui avait été déjà à l'époque montée en épingle par les médias, et qui en fait est reprise là, alors que c'était pas une question pour elles. Enfin, elles avaient vraiment des choses plus importantes à faire en fait. Et, euh, et Friedan est représentée à nouveau de manière un peu caricaturale comme une femme frustrée, malheureuse en amour, et jalouse du succès des autres. Alors bon, peut-être hein, que d'un point de vue individuel, c'était vrai, mais ça me semble vraiment, ça me semble vraiment exagéré, et ça rentre et ça renforce des clichés selon lesquels les femmes seraient leurs pires ennemis en fait. Alors que ce que montre et le retour conservateur du début des années 80, et la réaction de manière générale auquel les femmes féministes ont dû faire face dans les années 60, 70 et après, c'est que le patriarcat est un ennemi bien plus puissant. Et puis, il y a aussi le couple qui est mis en avant, vous l'avez dit dans cet épisode 5, hein, Brenda et Mark. Qu'est-ce qu'on pourrait dire dessus en montrant bien que dans cette société américaine, à partir des années 70 notamment, on est bien dans l'idée que la sphère privée devient de plus en plus politique et mise en avant. D'ailleurs, dans d'autres séries, hein, comme on l'a déjà évoqué avec Marine Rouge dans l'épisode 21 sur Mad Men, par exemple, on a cette idée-là que le couple subit une transformation visible dans les médias américains. Oui, tout à fait. Alors cet épisode-là, il est vraiment intéressant. Bon, et puis c'est ce que permet la série, c'est-à-dire que la série, n'étant pas un documentaire, il y a forcément la possibilité d'aller justement du côté des vies intimes, un petit peu plus de la psychologie des acteurs et des actrices historiques. Et donc cet épisode-là, Phyllis et Fred et Brenda et Mark,
s'articule autour d'un débat télévisé qui a été organisé entre d'un côté Phyllis et Fred Schlafly et de l'autre Brenda et Mark Fagan-Fastow. Et donc vous remarquez que Brenda et Mark s'appellent Fagan-Fastow parce que c'est un couple hétérosexuel, féministe, où chacun des membres du couple avait pris au moment du mariage un nom composé des deux noms de famille du couple. Et Breda Fagan était une avocate brillante, vice-présidente de Now, et très influente aussi à nouveau dans cette lutte pour l'Equal Rights Amendment. Et pour moi, cet épisode, il est là comme vraiment une illustration de ce slogan du féminisme de la deuxième vague, hein, le privé et politique, qui est cette idée que qu'en fait, que tout ce qui se passe dans la sphère privée, dans le couple, que les petites humiliations quotidiennes, l'inégale répartition des tâches, que le choix de faire un enfant ou pas, que la femme travaille ou pas, enfin, que toutes les interactions en fait du privé sont influencés, sont modelés par le patriarcat en fait. Et donc Brenda et Mark sont un couple qui sont censés proposer un modèle alternatif, alors que Fred et Phyllis sont le modèle, enfin sont censés à nouveau représenter le couple traditionnel avec un respect des rôles genrés, où lui est un homme alors un homme d'affaires, puis un homme politique, et ils ont 6 enfants, ils sont très religieux, euh, et, euh, et Phyllis Schlafly se présente comme une femme soumise à son mari, qui respecte sa parole, etc. Et ce que la série nous montre, c'est que derrière ces images un petit peu figées, et la réalité est beaucoup plus compliquée, puisque Phyllis est représentée comme une femme avec une ambition personnelle et politique débordante, qu'elle n'a absolument pas envie de canaliser, que son mari n'arrive pas à canaliser, et que Phyllis notamment veut reprendre des études de droit. Ce qui ne correspond pas tout à fait à cette image d'Épinal de la femme au foyer qui fait des tartes aux pommes. Et on voit de l'autre côté que derrière le couple très libéré et très égalitaire de Brenda et Mark, il y a aussi des tensions qui peuvent émerger, mais qui dans ce couple-là se résolvent par le dialogue, alors que chez les Schlafly, on est dans un couple qui est beaucoup plus dans la tension, l'agression passive et le mensonge pour obtenir ce qu'on veut. Revenons maintenant, si vous voulez bien, Anaïs, sur la figure de Phyllis Schlafly, hein, cette dame de la droite conservatrice et chrétienne américaine, montrée dans cette série-là, montrée d'ailleurs, vous allez peut-être nous le dire, vous avez commencé à l'introduire, avec un côté très sympathique. Est-ce que justement, là aussi, cette série n'aurait pas peut-être, quand on ne connaît pas bien la situation, ne nous montrerait pas un personnage trop sympathique, plus sympathique en tout cas qu'il ne l'est, puisque vous avez bien rappelé que jusqu'à son dernier souffle, quasiment, elle a été d'ailleurs un des soutiens de cette droite très conservatrice américaine qui a conduit à l'élection de Donald Trump. Alors, revenez un petit peu, s'il vous plaît, sur elle, en montrant aux auditeurs et aux auditrices ce qu'elle a fait et comment elle est mise en avant dans la série. Oui, donc d'abord, Phyllis Schlafly est le point focal de la série, qui s'appelle Mrs. America. Et ce titre-là, Mrs. America, il n'est pas choisi par hasard, hein. Le fait que ce soit Mrs., donc qui est vraiment un titre qui se traduit en français par Madame, mais qui signale le statut de femme mariée. C'est important parce que à l'époque qui est représentée, les féministes commencent
à introduire l'usage d'un autre titre qui est Ms, donc qui s'écrit en anglais MS et qui se prononce entre Mrs. et Miss. Donc Miss c'est mademoiselle, Mrs. c'est madame la femme mariée. Et donc les féministes introduisent Ms qui doit être l'équivalent de Mr. puisque quand on appelle un homme Mr, eh ben on ne sait pas s'il est marié ou pas. Et donc le Ms c'est ça aussi, c'est la revendication d'un statut autonome pour les femmes. Et Gloria Steinem est notamment cofondatrice d'un magazine qui s'appelle Ms. Donc appeler la série Mrs. America, c'est pas neutre. C'est faire de la femme mariée, hétérosexuelle, blanche, l'incarnation d'une certaine Amérique. Et la série commence d'ailleurs avec un plan une séquence où Schlafly défile dans une soirée de récolte de dons pour un candidat politique. euh, où en fait on demande aux femmes des politiciens et des soutiens présents de défiler et en échange les hommes, il est sous-entendu que les hommes qui ont de l'argent et qui sont dans l'assistance vont donner pour la cause. Et Schlafly défile en maillot de bain, dans un maillot de bain aux couleurs du drapeau américain, donc avec vraiment là, cette idée d'une incarnation de l'Amérique, avec à nouveau une espèce de clin d'œil au combat féministe de l'époque, puisque les féministes se sont opposés au concours de beauté. Et donc là, on a cette femme qui a fait des études, hein, qui d'ailleurs a un certain âge, donc qui n'est pas forcément le stéréotype de la reine de beauté, mais qui défile aux couleurs du drapeau américain. Et à plusieurs reprises, on va voir le personnage de Schlafly prendre la parole avec énormément de symboles de symboles patriotiques autour d'elle, que ce soit l'aigle américain ou le drapeau des États-Unis derrière elle. Donc la série fait vraiment de Phyllis Schlafly une héroïne. Euh, et, euh, et pour moi, elle en fait une représentation elle en donne une représentation qui est positive et de manière problématique. Alors après, à nouveau, et c'est quelque chose que la créatrice et les actrices disent beaucoup en interview, hein, il ne s'agit pas de représenter tel ou tel personnage comme un monstre ou d'avoir des critères très, très manichéens, mais là, le choix de ce point de vue-là a forcément des conséquences sur la perception des événements historiques. Et donc à partir du moment où la série a cette prétention un petit peu documentaire, où on a des paratextes qui accompagnent la série, où le directeur de la chaîne dit oui, il y a une valeur éducative, et bien forcément les exigences en termes de représentation vont être plus importantes. Et donc là, Phyllis Schlafly est interprétée par Cate Blanchett, qui est aussi productrice exécutive, donc il y a forcément aussi eu un rôle sur les contenus et sur la manière dont son personnage est représenté. Euh, et le simple fait que ce soit une actrice populaire, une excellente actrice qui incarne Schlafly va avoir des effets sur la réception. Et en présentant des moments où en fait Schlafly va être victime elle-même d'oppression et d'humiliation sexiste, alors qu'elle n'identifie, enfin, a priori qu'elle n'identifie pas du tout, mais que nous, avec notre regard de 2020, on identifie très bien. Et ben ça peut conduire à une certaine empathie. Donc, comme je le disais tout à l'heure, Schlafly, c'est une figure qui est méconnue en France, mais qui est centrale dans l'évolution de la droite aux États-Unis et qui est assez représentative en fait d'un glissement idéologique du Parti républicain. Euh, à l'origine, Schlafly, c'est une
une figure importante des mouvements conservateurs et anticommunistes, notamment elle s'engage beaucoup dans les années 50. Elle essaye, elle n'est pas du tout cette femme au foyer typique qu'elle essaye de représenter par la suite dans les années 70. Hein. Donc oui, elle est mariée, elle a beaucoup d'enfants, mais ses enfants sont principalement élevés par sa gouvernante. Et voilà, et pas particulièrement par elle, qui n'a de cesse de voyager, d'écrire, et qui se présente aux élections au début des années 50. Euh, elle a ensuite un rôle dans les années 60 en tant que présidente de la section locale, donc elle est originaire de l'Illinois, donc présidente de la section locale de l'Illinois de la Fédération des femmes républicaines. Et en fait, elle va finir par être écartée de cette organisation, notamment au niveau national, à la fin des années 60, parce qu'on va lui préférer une candidate plus modérée. Donc, ce que montre le parcours de Schlafly, c'est les tensions internes au Parti républicain entre un establishment assez modéré, en fait, euh, et, euh, et quelque chose peut-être sur lequel la série n'insiste pas suffisamment, parce qu'on a une figure républicaine modérée, donc est celle de Jill Ruckelshaus dont je parlais tout à l'heure, mais au moment du débat sur l'Equal Rights Amendment, les présidents républicains et le Parti républicain en général soutiennent cet amendement. Les premières dames et anciennes premières dames, y compris républicaines, sont présentes dans des événements qui soutiennent l'Equal Rights Amendment aussi. Donc on a un parti républicain dans ces années-là qui, sur les questions morales, familiales, de société, est plutôt modéré. Schlafly incarne, face à ce parti républicain plus modéré, elle incarne un conservatisme très, très dur qui est influencé par sa foi chrétienne notamment, et par une volonté de revenir à une espèce de pureté idéologique du conservatisme. Et donc elle va essayer d'influencer en interne le parti républicain. Alors ce que suggère la série, c'est qu'au début, Schlafly, son sujet, c'est pas du tout la question des droits des femmes. Elle est passionnée par la politique étrangère, et notamment, et donc on est évidemment dans un contexte de guerre froide, et elle s'intéresse plutôt à, enfin, elle veut plutôt s'opposer au traité de non-prolifération nucléaire, etc. Pour elle, l'ennemi ultime, c'est l'Union soviétique. Et donc, elle s'engage plutôt dans ces causes-là. Et en fait, comme elle rencontre un échec un petit peu dans cette position très dure, et ben, ça va être dans les années 70 qu'elle va obtenir la victoire en arrivant à fédérer beaucoup de femmes, et des femmes qui n'étaient pas forcément très impliquées dans la vie politique à ce moment-là, des femmes conservatrices et des femmes conservatrices du Sud et de l'Ouest notamment, qui vont s'opposer à l'Equal Rights Amendment sous des prétextes souvent fallacieux, mais Schlafly va réussir à semer le doute dans l'esprit des femmes et d'un certain nombre d'électeurs et d'électrices aux États-Unis, en disant que l'Equal Rights Amendment allait conduire à l'enrôlement des femmes dans l'armée. Ce qui évidemment est un argument de poids à un moment où les États-Unis sont en guerre contre le Vietnam. Et donc,
en utilisant un petit peu cette cause-là, eh ben, elle va réussir à mobiliser énormément euh, de personnes qui étaient pas, que le Parti républicain ne touchait pas forcément ou pas de manière aussi efficace. Et c'est comme ça aussi qu'elle va acquérir une force au sein du parti républicain, elle va construire ce réseau, euh, ce, ce réseau très puissant. Donc au début, elle forme une organisation qui s'appelle Stop Era et qu'elle va transformer ensuite en 1975 en une organisation qui s'appelle The Eagle Forum, qui va au-delà de la question de l'Equal Rights Amendment, puisque c'est une organisation pour la promotion des valeurs traditionnelles. Et donc, en tant que dans The Eagle Forum, elle arrive à faire le lien entre les, euh, les, les chrétiens, euh, les chrétiens évangélistes, traditionnalistes, mais aussi des milieux juifs orthodoxes donc des groupes qui se parlaient pas forcément avant, mais qui vont se retrouver sur des questions liées aux valeurs de la famille et à la définition des rôles genrés traditionnels. Et donc Schlafly, elle est aussi assez symptomatique de cette émergence de la droite chrétienne aux États-Unis à la fin des années 70 et dans les années 80, et une droite chrétienne qui va avoir un impact très important évidemment sur la vie politique états-unienne par la suite, et qui va en partie permettre l'élection de Reagan en 1980. En guise de conclusion, Anaïs, vous avez commencé à évoquer tout à l'heure, bon, bien sûr, on est dans une série historique, vous l'avez rappelé sans spoiler, mais que Mrs. America, c'est l'histoire d'un échec politique, celui de cet IRA, hein, de cet amendement pour l'égalité des droits. Alors, j'aimerais qu'on revienne un petit peu dessus en regardant ensemble, Anaïs, pourquoi est-ce ça n'a pas marché, hein? Parce qu'il y a eu aussi l'idée que dans certains cénacles, on a remis ça sur le dos des femmes en disant que ça n'avait pas fonctionné parce que c'est déjà de la faute des femmes. Et j'aimerais que vous nous fassiez un petit point sur la situation actuelle, voir où on en est aujourd'hui dans ces premières semaines de la présidence de Joe Biden sur cette idée-là de cet amendement sur l'égalité des droits aux États-Unis pour les femmes. Donc pour moi, c'est une série qui raconte l'histoire d'un échec politique. Euh, évidemment, et c'est vrai qu'on peut se poser la question de comment est-ce qu'une mobilisation aussi importante qui a suscité une ferveur assez incroyable, et puis un soutien à l'origine en masse, hein, à l'Equal Rights Amendment, quand le, quand l'amendement est adopté par le Congrès en 72, une majorité de la population des États-Unis soutient l'amendement. Et donc on a un basculement progressif, et puis qui n'est pas total, hein, c'est un basculement qui se produit dans certains États, et notamment les États où Schlafly et ses alliés ont concentré leurs efforts. Et la série présente cet échec uniquement comme étant lié à la campagne Stop ERA, donc la campagne menée par Schlafly, euh, alors que la situation est évidemment beaucoup plus compliquée. Alors après, les historiens et les historiennes ne sont pas tous et toutes d'accord sur les causes. Il y en a quand même un certain nombre qui reconnaissent que Schlafly a joué un rôle, notamment dans le basculement en fait des électeurs et des électrices, euh, enfin, qui a pu à la suite avoir une influence sur le positionnement des politiciens. Mais il y a un certain nombre de femmes qui ont participé au mouvement féministe, et notamment Gloria Steinem, mais aussi alors je me souviens plus de son prénom, je crois que c'est Eleanor Smith qui était présidente de Now à l'époque, qui ont signé une tribune dans laquelle elles expliquent
que la série se trompe complètement et renforce l'aura en fait de Schlafly en lui attribuant le mérite de l'échec de l'IRA, alors que pour elle, et ça à nouveau il y a certaines historiennes qui confirment ça, hein, pour elle, les forces les plus importantes d'opposition à l'adoption de l'amendement pour l'égalité des droits, c'était des lobbies financiers et notamment le lobby des assureurs qui auraient eu beaucoup à perdre de l'adoption de l'IRA parce qu'il il chargeait, enfin, les polices d'assurance pour les femmes étaient plus élevées que pour les hommes, par exemple, et que donc ça, il y aurait eu beaucoup d'argent à perdre sur ce terrain-là si l'Equal Rights Amendment était adopté. Donc, ce que disent les féministes qui ont participé à l'époque, c'est que Schlafly est arrivé tardivement en fait dans l'opposition à l'amendement, et que le travail de SAP avait déjà été fait en amont par des lobbyistes qui avaient fait le travail dans les coulisses pour convaincre les élus dans différents États de ne pas voter. Et donc le reproche qu'elles font, bon alors elles font très peu de remarques sur leur représentation à elles. Je crois que Gloria Steinem est habituée à avoir son image publique un peu malmenée, donc bon, en gros, elle suggère que c'est pas, voilà, qu'elle n'est pas la personne qui est représentée à l'écran, mais elles ont vraiment une opposition, enfin, un reproche politique en fait à adresser à la série en suggérant que ça donne beaucoup plus d'importance à Schlafly qu'elle n'en a effectivement eu. Euh, et, et donc pour conclure sur la situation actuelle, et c'est là-dessus que se conclut la série, puisque la série se finit par un montage euh, avec des images récentes de mobilisation féministe liées à l'Equal Rights Amendment. Et donc il y a des images qui sont tirées de la Women's March qui a fait suite à l'élection de Trump, mais aussi de mobilisation de femmes auprès des capitoles dans les États dans les États qui n'ont pas encore ratifié l'IRA, puisqu'il y a une stratégie euh, une stratégie plus récente qui consiste à affirmer que il faut reprendre le processus de ratification. Euh, et donc, bon, alors là, on rentre un petit peu dans des débats juridiques, mais se pose la question, puisque dans le texte de l'amendement, il y avait une date limite, est-ce que c'est possible de poursuivre le processus de ratification? Et donc, il se trouve qu'il y a 3 États depuis 2017 qui ont ratifié l'Equal Rights Amendment. Donc en théorie, il y aurait 38 États, donc les 38 États nécessaires, qui auraient ratifié l'amendement. Le problème étant que sur ces 38 États, il y en a 5 qui ont révoqué leur signature de l'époque. Et donc maintenant, il y a un lobbying un petit peu du Sénat pour, pour rendre caduque la limite qui était incluse quand l'amendement a été introduit. Donc en février de l'année dernière, en février 2020, la Chambre des représentants, désormais, qui à l'époque était, enfin toujours, mais contrôlée par les démocrates et avec un nombre record de femmes dans leur rang, la Chambre a levé la restriction sur le délai de ratification, et donc maintenant il y a un lobbying du Sénat pour lever cette ratification-là. Mais bon, alors en admettant que ça fonctionne, il reste quand même des questions potentiellement juridiques, puisque si on accepte que un État ratifie un amendement très, très tardivement, dans ce cas-là, quel est le statut de la révocation de la ratification par les 5 autres États? Donc là, ça devient un combat juridique qui est mené par une organisation qui s'appelle IRA Coalition, dans laquelle Steinem est toujours active.
Voilà, donc affaire à suivre. Anaïs Lefebvre-Berthelot, merci beaucoup pour cette présentation dans l'épisode 81 d'Histoire en série de la série Mrs. America. Vous avez donné, comme tous les intervenants et intervenantes, une bibliographie indicative qui permettra à celles et ceux qui voudraient mieux comprendre à la fois le féminisme aux États-Unis, l'histoire de ce mouvement, mais aussi l'idée, l'évolution de cette era. Vous pourrez retrouver tout ça sur notre site internet à la page de l'épisode histoireensérie.com. Vous retrouvez aussi le résumé de l'émission ainsi que les liens pour aller l'écouter sur notre partenaire nonfiction.fr. Anaïs Lefebvre-Berthelot, merci beaucoup. Et puis, je recommande la lecture de votre ouvrage, là aussi, une étude genrée sur les séries qui est Speak Up, paru l'année dernière, en 2020, aux presses universitaires de Sorbonne Nouvelle. Merci Anaïs et à bientôt. Merci beaucoup Nicolas. Retrouvez-nous sur Twitter @Histoire en série pour connaître le programme à venir ainsi que des conseils bibliographiques. Travel logistically. Such a beautiful planet populated by a stranger.